Musoka Entrepreneuriat, nous sommes déjà à l'épisode 3, ce tout nouveau programme de Musso News, média leader qui amplifie la voix des femmes. Ce programme d'émission a pour objectif de faire rayonner l'entrepreneuriat des femmes. Aujourd'hui, nous avons une invitée assez spéciale. Elle est haut cadre, haut fonctionnaire de la fonction publique burkinabé. Elle s'est fait dessaisir de ses responsabilités et de son pouvoir pour se consacrer entièrement à son business. Maman de 2 enfants, elle entreprend dans l'agro-business et la cosmétique naturelle. Elle s'appelle Alizata Kouda. Alizata, bonsoir. Bonsoir. Ou disons bonjour. Bienvenue à Musso News. Merci. Alizata, je n'ai pas voulu vous présenter dans les détails parce que je veux que vous le fassiez vous-même pour nos internautes. Qui est Alizata Kouda? Quel est son parcours universitaire, professionnel et entrepreneurial? C'est difficile de parler de soi-même, mais bon, je vais essayer. Oui, on va y arriver. Espérons bien. Alizata Kouda, je suis juriste privatiste. Ça veut dire que j'ai un master en droit des affaires. Je suis également conseiller en archivistique sur le plan professionnel. Cosmétologue, suivi de formation en production de cosmétiques, en esthétique, également en production agroalimentaire. Sur le plan professionnel, j'ai été responsable du service de la médiathèque de la présidence du Faso, directrice des archives et de la documentation pendant 9 ans au sein de certains départements ministériels. Aujourd'hui, j'ai demandé à être déchargée pour pouvoir gérer mon entreprise qui est Orlina. Et pourquoi vous avez choisi l'archivisme? C'est comme ça, non? Archivistique. L'archivistique, pourquoi ce choix? Est-ce que ça a été un choix? J'ai fait plusieurs concours et c'est la gestion des archives qui m'a souri. J'aime dire que c'est sûrement un sacerdoce. Dieu a voulu que je puisse porter la voix d'un métier qui n'est pas très connu au Burkina Faso. Et vu que j'aime écrire, c'était l'occasion rêvée. Donc voilà. Et ça, en quoi consiste ce travail? L'archivistique, ça va être la gestion des archives, la gestion de la mémoire des institutions, que ce soit la mémoire sur support papier ou la mémoire électronique. Donc tout ce que produit l'administration, tout ce que produisent les individus chaque jour au quotidien, tout ce qui retrace ce que l'individu ou l'administration fait au quotidien pour qu'on puisse garder pour la postérité le témoignage de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine? Oui, il y a beaucoup de femmes dans le domaine de la gestion des archives. Ok. Alizata, qui est fonctionnaire, donc directrice et formatrice, vous avez été consultante, plusieurs missions dans les pays en Afrique et en Europe. On peut dire que vous gagnez quand même bien votre vie, n'est-ce pas? J'arrive à joindre les deux bouts. J'arrive à faire ce qui permet à l'être humain de rester digne. Je ne sais pas si on appelle ça gagner bien sa vie, mais je rends grâce. Et aujourd'hui, vous êtes dans l'entrepreneuriat, d'abord dans le domaine de la cosmétique à travers l'Institut Orlina et aujourd'hui dans l'agro-business. Pourquoi? Par passion. Parce que je me suis rendu compte, par exemple, dans le domaine des cosmétiques, que ce que j'utilisais, même lorsqu'on disait que ce n'était pas décapant, avait tendance à me blanchir ou à me claircir. Ce qui n'était pas mon objectif. Je n'ai rien contre celles qui le font, mais il faut que ce soit par choix. Et moi, ce n'était pas mon choix. Donc, je me suis lancée un peu dedans, d'abord pour mon usage personnel, pour me permettre de garder la nation de peau que j'aime bien. Par la suite, les gens ont apprécié et de fil en aiguille, la production s'est lancée de façon plus grande. Et les débuts de cette aventure, c'était quand? Il y a 7 ans de cela. 7 ans de cela. Et c'est parti d'où? Je sais que vous avez commencé à la maison. Oui. Et comment ont été les débuts? Oh, pas facile, mais bon. Dès lors qu'on aime ce qu'on fait, on trouve toujours les ressources en soi pour avancer. Ce n'était pas facile parce que c'était à la maison. Il fallait utiliser par exemple de la soude caustique. C'est quand même un produit dangereux. Avec des enfants en bas âge, ce n'est pas facile. Il fallait seulement recevoir les potentiels clients à la maison, le domicile familial.
Ça veut dire permettre à des étrangers et des étrangères d'entrer dans votre intimité d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas été facile et gérer cela avec les activités que j'avais au niveau de la fonction publique et les responsabilités, ce n'était pas facile. Mais bon, comme j'aime dire, quand on aime, on trouve toujours les moyens d'avancer. Et ça a commencé avec quoi? Avec la pommade ou le savon ou un parfum? Et ça a commencé avec le savon, Le savon. avec des savons à base d'actifs du Burkina, à base d'actifs naturels, par exemple du karité que j'apprenais à faire moi-même et autres. Et fonctionnaire de l'État, est-ce que vous avez parfois été inquiété ou puisqu'il est interdit pour des agents de l'État de mener des activités qui génèrent d'autres revenus, est-ce que vous avez été inquiété à des moments? Bon, déjà, c'est pris au sens large. Sinon, lorsqu'on rentre dans les textes, la loi 081 quand même a prévu des activités que les fonctionnaires peuvent faire. Notamment son article 40, il y a quand même des activités, tout ce qui est production intellectuelle, tout ce qui est artistique, tout ce qui est agroalimentaire, on peut le faire dès lors qu'on ne rentre pas dans un volet industriel. Donc la loi permet de commercialiser les productions issues de ces activités, que ce soit sur le plan agricole, sur le plan artistique et autres. Ça permet également tout ce qui est consultation, tout ce qui est formation. Dès lors qu'on veut redonner ces connaissances, cette loi permet quand même de le faire. Donc, il n'y a pas eu d'inquiétude en tant que tel. Il n'y a pas eu d'inquiétude dès lors que je veillais à ne pas franchir la ligne rouge, comme j'aime dire, et à rester un peu dans ce domaine agroalimentaire, dans ce domaine de transformation de ce que je produis, dans ce domaine de consultation, de consultante dans le domaine des archives. Il n'y a pas de souci. Lorsque également j'ai demandé à mes premiers responsables de me décharger de ma fonction de directrice, parce que d'une manière ou d'une autre, j'aspirais à faire grandir l'entreprise. On m'a compris, on m'a accompagné. Dès lors que les plus hautes autorités encouragent à aller vers l'entrepreneuriat et à créer d'autres emplois. D'accord. Et entre le bureau en tant que directrice des archives et à l'Institut de beauté Orlina, puis la ferme, comment est-ce que vous arrivez en fait à être performant sur ces fronts, on va dire ces trois fronts? Parce qu'avant d'être déchargé, il y avait quand même le travail des fonctionnariats, il y avait l'Institut et la ferme. Comment vous arrivez à être performante sur ces trois fronts-là? Donc, déjà, se dire que la fonction publique est l'activité principale et le reste accessoire. Donc, on ne peut laisser les autres empiéter sur cette fonction-là. Il va falloir instaurer une organisation, je dirais, militaire. Organiser sa journée de telle sorte qu'on sache que, par exemple, de telle heure à telle heure, c'est réservé à telle activité, de telle autre heure à telle autre heure, c'est réservé à telle autre activité. L'être humain étant ce qu'il est, il y aura forcément des jours où vous n'allez pas respecter ça du tout. J'aime, par exemple, me noter. J'ai toujours un calepin avec moi. Je programme ma journée à l'avance. J'ai un tableau également où je mets ce que je suis censé faire toute la semaine. Pour la journée, je me note sur 20 en fonction des priorités. Il y a des journées où j'ai eu 0 sur 20 parce que je n'ai rien fait du tout. Il y a des journées où j'ai eu 20 sur 20. Dès lors qu'on se note soi-même et qu'on se rend compte qu'on a fait une journée où on a 0 sur 20, sur le plan conscience, il y a un problème. On se rend compte que là, demain, il va falloir faire plus d'efforts. Il va falloir rattraper. Mais lorsqu'on ne se note pas, bon, on a tendance à ne même pas se rendre compte parfois qu'on n'a rien fait de la journée ou qu'on n'a pas fait la moitié de ce pourquoi on s'est réveillé. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est la plus belle histoire derrière Orlina et Orlina Holding? Plus belle histoire, côté cosmétique, côté esthétique. Je prendrais l'histoire d'une dame qui voulait se marier. C'est plus son conjoint, son fiancé qui m'a approché. J'aime bien. Il n'était pas encore fiancé. Mais elle a utilisé des produits assez forts qui ont abîmé sa peau. Je ne peux pas épouser une femme qui se décape. Ça, c'était un choix de monsieur. Mais je souhaiterais que tu la rencontres, que tu échanges avec elle et que tu lui fasses des propositions. Elle est venue quelques temps après. On a échangé, on a essayé de se donner des idées. On lui a proposé des produits et petit à petit, elle a commencé à retrouver un peu l'éclat de sa peau. Quelque temps après, ils se sont mariés. Pour moi, c'est une belle histoire. Je ne dis pas qu'ils sont mariés parce qu'elle a retrouvé sa peau, mais je me dis que quand même, ça a contribué à accélérer peut-être les choses. Ça, c'est une belle histoire côté cosmétique. Côté holding de Orlina, c'est une de nos collaboratrices qui n'est pas allée à l'école. Donc, elle n'a pas ni CEP, ni BBC, ni rien.
qu'on a essayé de former. Parce qu'on peut ne pas aller à l'école lorsqu'on veut apprendre. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre à la personne. Je sais qu'elle m'a envoyé un audio il n'y a pas longtemps où elle disait elle faisait des bénédictions. Elle me disait qu'il y a un salaire qu'elle n'osait pas imaginer qu'elle puisse avoir, mais qu'elle a pu avoir. Et que grâce à ça, parce qu'elle vit seule avec ses enfants, elle a pu payer une certaine tranche de scolarité. Elle a dit à Morée qu'elle a pu prendre un sac de riz et que de considérer que j'ai permis à une famille de se nourrir. J'estime que ça peut être peu, mais j'estime que c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Parce que pouvoir permettre à quelqu'un de ne pas dormir avec la faim, c'est beaucoup de choses. Et pourquoi Orlina Holding? Parce qu'on sait que Orlina, c'est un institut de beauté qui existait depuis longtemps. Et aller au holding, pourquoi? Déjà pour des questions d'histoire et de traçabilité. À un certain moment, on oubliait le fait que l'Institut de beauté n'était là que pour permettre d'utiliser les produits, les plantes qu'on cultivait et tout. À un certain moment, les gens n'arrivaient plus à faire le lien entre le fait que l'Institut n'est là que pour valoriser ce qu'on produisait au niveau de la ferme et autres. Donc, il fallait faire le lien entre ces différentes structures. Il fallait que ces structures se trouvent en un seul endroit d'une manière ou d'une autre. Donc, Orlina Holding, c'était pour rassembler tout ça et pour qu'on puisse suivre, qu'on sache que Orlina, c'est le fait de pouvoir tracer tout ce qu'on met sur sa peau et tout ce qu'on met dans sa bouche. Okay. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à demander à être dessaisi de vos responsabilités et de vos pouvoirs? Parce que je suppose que vous avez des agents et tout. C'était la directrice qui arrive et qui a tous ses pouvoirs. Est-ce que c'est tous ces responsabilités aussi au niveau entrepreneurial qui vous a amené à demander à vous dessaisir? Oui, à un moment, c'est devenu lourd. L'être humain doit connaître ses forces, mais surtout ses limites. À un moment, je me rends compte que je n'allais pas être vraiment productive dans un des domaines. Et il fallait lâcher prise. Il fallait lâcher prise et le choix était pour moi aisé parce que j'avais une grande passion pour ce que je faisais au niveau de Orlina. Je pouvais créer des emplois, je pouvais former, puisque avec la holding, on s'est plus axé sur le volet formation, donc partage des connaissances. Je pouvais former d'autres femmes, d'autres hommes. Je pouvais donner ce que la société m'a donné. Je me suis dit, j'allais plus apporter au niveau de la holding qu'en restant au niveau de la fonction publique. J'avais déjà fait 10 ans. En général, lorsqu'on fait 10 ans, on peut décorer. Donc, j'estime que pour la nation, lorsqu'on fait 10 ans, c'est suffisant. D'accord. Je pense que de Orlina, Institut Orlina, je pense que c'était 2 employés au début, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a combien d'employés au niveau de l'Institut et de la holding? 16. 16. Tous salariés. Tous salariés. Félicitations. Merci. On va observer une petite pause et on revient pour la suite de l'émission. Merci à vous qui continuez de nous suivre. Vous êtes à l'émission Musoka Entrepreneuriat et nous avons comme invité Alizata Kouda qui est la promotrice de Orlina Institut de beauté et Orlina Holding qui est dans l'agro-business, la formation et également la production de tout ce qui est produits alimentaires. Alizata, vous êtes divorcée? Oui. Vous êtes maman de 2 enfants. Et est-ce que ce moment de divorce a eu un impact sur votre parcours entrepreneurial? Un impact, je ne pense pas. Ni positif, ni négatif. Ni l'un ni l'autre. Parce que j'ai commencé à entreprendre avant le divorce.
Et je suis de ceux qui pensent qu'on n'entreprend pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. On entreprend pour soi-même, parce qu'on a envie d'entreprendre. Positif, parce que peut-être ça va me pousser à me surpasser. Mais je pense que je me surpassais déjà bien avant. On ne fait pas les choses pour les autres. Et surtout, on ne fait pas les choses pour prouver quoi que ce soit, ni aux autres, ni à la société. Dire que ça a un impact négatif ou positif, ce serait dire que je me bats aujourd'hui juste parce que je suis divorcée. Et que je veux montrer que lorsqu'on est divorcé, on est épanoui, on est heureux. Non. Quand on est heureux, on n'a pas besoin de le proclamer aux yeux du monde. Ça se constate. Oui. Et pendant que vous étiez mariés, je pense que vous avez dit tout de suite que vous avez entrepris pendant que vous étiez mariés et les gens venaient à la maison et les gens, on va dire quoi, en tout cas, entraient plus ou moins dans votre intimité. Comment était la réaction de monsieur? Il m'a soutenu dans l'entrepreneuriat dès le début. Sinon, je ne pouvais même pas me lancer. Dès lors que c'est à la maison, il m'a soutenu. Il a compris lorsque j'ai expliqué qu'on allait recevoir des personnes qui n'étaient ni de la famille ni des amis. Il a compris, il l'a accepté, il m'a accompagné quand il le pouvait. Et je ne pense pas qu'il y a eu d'entrave en ce qui concerne mon entrepreneuriat. Non. Et quelles sont aujourd'hui vos forces qui vous maintiennent en tout cas, qui vous motivent à rester dans l'entrepreneuriat? Déjà, comme je le disais, je fais ce que j'aime. Je suis maman de 2 filles, donc je veux leur donner une image de la femme qui n'est pas un boulet. Ce n'est pas l'être qu'on doit traîner tout le temps, qui est là pour quémander. Voilà. Elle demande par plaisir, mais elle n'est pas là pour être vraiment un poids qu'on traîne partout. Donc, c'est cette image-là que je leur donne, qu'elles ont. À un certain moment, si tu baisses les bras, tu vas leur donner l'image que tu ne veux pas de la femme qui est l'être qui est toujours, selon certains, faible, qui pleurniche, qui ne réussit rien de bon. Et aujourd'hui, on sait que l'on soit femme célibataire, et surtout femme divorcée, le regard de la société est parfois très pesant, très critique, où il y a beaucoup de clichés. Est-ce que vous êtes souvent victime de ces critiques, de ces clichés et que ça entache sur votre activité entrepreneuriale? De façon directe, je ne pense pas. J'aime dire que la société est un miroir. Le regard qu'on lance à la société, la société nous renvoie ce regard-là. Lorsqu'on jette un regard de malheureuse, de personnes qui souffrent, de personnes qui regrettent ou autres, la société a tendance à vous renvoyer cela. Lorsque soi-même on dit à la société que je suis divorcée, je suis moins que les autres, la société utilise ces mots. Mais lorsqu'on montre à la société qu'on est un être humain avant tout, on fait des choses bien ou pas parce qu'on est marié ou parce qu'on est divorcé ou célibataire, juste parce qu'on est un être humain avec ses faiblesses, avec ses imperfections. Personnellement, de façon directe, non. D'autres personnes peuvent dire que être divorcé, ce n'est pas facile, on me dit ceci. Personnellement, je serais dans le faux si je dis que quelqu'un a osé, peut-être que c'est mon tempérament également, parfois je ne suis pas facile, a osé en face me dire que tu es divorcé, tu es moins que... Je sais qu'une seule personne a tenté cela, je ne pense pas qu'elle ait essayé ça encore. Mais c'était malheureusement une femme. En général, entre nous, parfois, on n'est pas très empathique. Mais la personne ne l'a pas fait de façon méchante. Elle a voulu me dire, non, il fallait rester, tu sais, sous nos cieux, quand tu es divorcé, on ne te respecte plus, ta valeur est moins que... Je lui ai expliqué que non. Est-ce que ce ne sont pas tes longues études qui ont créé tes multiples voyages à l'étranger chez les Blancs là? J'ai essayé d'expliquer à la personne que non, ça n'a rien à voir. Ce sont des choses qui ça arrivent. arrive. Comme j'aime des personnes ne se marient pour divorcer. On divorce, c'est qu'il fallait divorcer. Oui. Et vous avez annoncé la sortie d'un livre. Oui. Est-ce que ça serait sur l'entrepreneuriat et c'est prévu pour quand? Non, pas sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est plus sur la vie de la femme de façon générale. Le titre, si le titre reste tel, c'est Né pour souffrir, avec né et muet à la fin. Et mieux À la fin. pour dire femmes. Voilà. Les femmes sont nées pour souffrir. Né pour souffrir. Ça parle de pédophilie, ça parle de fausse couche, ça parle de mariage heureux ou pas, ça parle de violence conjugale, ça parle de beaucoup de choses. Ça prend la vie d'une femme, tout ce qu'on peut subir de la naissance jusqu'à notre dernier souffle. Ça peut être un peu
triste comme livre. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que bon, je pense qu'on travaille à montrer la femme maintenant dans ses beaux jours, pas à montrer la femme dans ses jours de souffrance, de douleur, même si on sait que la réalité c'est une triste réalité quotidienne. On est dans la souffrance quotidienne, on a nos douleurs quotidiennes, mais on essaie de camoufler ça, cacher ça un peu. Seulement, il faut arrêter de camoufler. À force de camoufler, on ne s'en sort pas. À un moment, il faut dire les choses telles qu'on les ressent avec nos mots de femme. Ça permet de comprendre ce qu'on ressent. Nous ne sommes pas des êtres faits de pierre. Voilà. On a un cœur, on a des sentiments, on a des moments de joie, on a des moments de pleurs. Il faut en parler de telle sorte que ça puisse susciter l'empathie. On ne peut pas demander à l'autre d'être empathique lorsque nous-mêmes, on ne parle pas de ce qu'on vit. Lorsque nous-mêmes, on ne dit pas à quel point tel mot. Je prends un exemple simple. Les fausses couches. En général, l'entourage a tendance à banaliser les choses. On va te demander, tu avais combien d'enfants, par exemple? Si tu avais eu des enfants avant, on va dire, ah, non, c'est pas grave. Ça, c'est vrai. Les gens ne se rendent pas compte, par exemple, que non, il n'y a pas de c'est pas grave. Même si la personne a 100 enfants, ben, celui qui est parti, ça a été un enfant que la personne a désiré. Ce sont des exemples comme ça, avec nos mots, pour permettre, je me dis, à d'autres de savoir que dans ton entourage, si tu as une femme qui a fait une fausse couche, il faut faire attention à tes mots. Même si elle rit, même si elle semble supporter, il y a des moments où elle rentre, où elle ne dort pas, il y a des moments où elle pleure, il y a des moments où elle voit juste un bébé quelque part et elle a un pincement au cœur parce qu'elle se dit que ça pouvait être son enfant. Donc, c'est ce genre de message. C'est pas juste un recueil pour que les gens pleurent. C'est pour qu'on sache que souvent, derrière nos apparences de force, de femmes africaines qui ne souffrent pas, qui se relèvent rapidement, on se relève, mais derrière, il y a un poids. Il y a beaucoup de blessures. Et pourquoi pas un livre sur l'entrepreneuriat? Par exemple, vous avez été fonctionnaire ou vous êtes toujours fonctionnaire. Et du fonctionnariat, on se retrouve à l'entrepreneuriat. Je pense que ça peut inspirer. Et on ne se limite pas qu'à un seul livre. Si on commence, il faut y aller. Si, je pense qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé cela. Pourquoi est-ce que tu n'écris pas sur l'entrepreneuriat? Quels sont les obstacles et tout? Je pense que quand je vais finir de faire sortir le recueil de nouvelles, je vais essayer. Et Alizata, qu'est-ce que vous déplorez dans l'entrepreneuriat féminin? Qu'est-ce que je déplore? Qu'est-ce que je déplore vraiment? Il faut se dire que de plus en plus, les femmes, on s'est réveillées. Contrairement il y a 5-10 ans, où on avait peur d'entreprendre. De plus en plus, on entreprend, on ose ouvrir des portes qu'on pensait être des portes fermées pour les femmes. Avant, quand on voyait une femme, c'était peut-être dans le commerce, devant la porte, je vends des arachides, je vends, voilà. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais même celles qui vendent les arachides maintenant se disent, je vais aller dans telle localité du Burkina où le prix est moindre. Je vais ramener dans telle autre localité où je vais garder, par exemple, les oignons pendant quelques mois et je vais revendre ça à un plus intéressant. Ou pourquoi pas, pourquoi ne pas devenir productrice d'oignons? On est en train de dépasser ces petits clichés où on se dit qu'une femme c'est devant la porte avec sa petite table. De plus en plus, on entreprend et contrairement à ce qu'on pense, de plus en plus, nous avons compris qu'il faut être solidaire. L'image des femmes qui se clashent, qui font la bagarre, on a compris que ça ne donne rien du tout. Ça, c'est vrai. Et qu'il faille qu'on se soude, il faille qu'on aille ensemble pour pouvoir franchir beaucoup d'obstacles. D'où le fait qu'il faille qu'on parle. Sinon, on laisse des clichés, on se dit les femmes, elles ne s'entendent pas, elles s'entredéchirent. C'est vrai que parfois, entre nous, on n'est pas tendre. Mais de plus en plus, beaucoup ont compris. On a compris que ça ne sert à rien. D'accord. Et Alizata Kouda, c'est une grande maison construite en 2 ans. On a suivi ça sur les réseaux sociaux. C'est un institut de beauté, un holding et une grande ferme de production agricole, un centre de formation. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a des questions qui sont ressorties, qui veulent en tout cas des informations sur comment vous former, quelles sont les conditions. Est-ce que Alizata a bénéficié d'un financement pour réaliser tous ces gros projets je vais dire en quelques temps? Déjà, j'ai commencé petit et j'ai évolué. J'ai eu, je sais pas, on dirait un financement. On a eu un appel à projet, compétition, projet d'une structure que je ne vais pas nommer pour ne pas faire de la publicité, c'est une structure de banque. Et j'ai bénéficié de $5,000 en son temps. C'était pas un prêt, c'était, je dirais, une donation. Donc, on ne rembourse pas. On ne rembourse pas. Un financement non remboursable. Donc, il fallait compétir. J'ai eu à compétir. Il fallait faire des speeches et autres. J'ai eu à présenter ce qu'on faisait. En son temps, j'ai mis en avant les infusions qu'on faisait il y a quelques années, où au niveau de la ferme, on cultive des plantes médicinales.
et on transformait ça en infusion. On faisait des synergies de plantes pour faire des infusions. Donc, c'était cela qui a été mis en avant et qui a séduit le jury, qui m'a permis d'avoir ce financement de $5 000. Hormis ça, non. Quoique, je conseille de plus en plus aux dames et aux hommes d'aller vers les institutions financières, pas forcément pour prendre des prêts, mais ne serait-ce que pour verser l'argent, pour faire les flux d'argent entrée-sortie là, pour qu'on puisse avoir des traces. Il y aura tôt ou tard un besoin où on va vous dire de faire ressortir vos relevés bancaires. Sinon, si c'est pour les garder à la maison, en temps je pars chez là, j'achète quelque chose, je reviens, je pars payer, on ne sent pas les mouvements. Donc, par exemple, il y a pour certains visas, on veut aller pour des relations d'affaires, on vous demande de faire ressortir vos relevés bancaires. Vous avez beau brasser des millions et des millions par mois, il n'y a aucune trace. Donc, ne serait-ce que déposer, ressortir lorsqu'il faut ressortir. Et lorsqu'on veut prendre un prêt, qu'on y aille. Mais on ne prend pas un prêt pour moi, on ne prend pas un prêt pour débuter. Lorsqu'on ne maîtrise pas un domaine, ça ne sert à rien. Il se peut que je me trompe. De prendre un prêt et de tomber et ne pas pouvoir rembourser. Mais lorsqu'on maîtrise un minimum, je dis, on commence tout petit, on éprouve son activité, on se rend compte que là, ça peut aller. On va vers une institution bancaire qui va se rendre compte que c'est du sérieux. Ce n'est pas juste quelqu'un qui s'est gratté la tête, qui a vu son voisin faire quelque chose et qui veut le faire. En ce moment, on va convaincant. Par rapport à celui qui se lève, là, j'ai vu quelqu'un qui fait quelque chose, je veux juste prendre un prêt. On peut dire que Alizat Akuda a quand même une certaine familiarité avec les institutions financières. Oui, dès lors qu'on a ouvert des comptes, que ce soit épargne, par exemple pour l'amortissement de tout ce qui est appareil et autres, on a ouvert par exemple un compte épargne où on a voté une somme qui doit être reversée mensuellement, de telle sorte que on s'assure que lorsque ces machines vont s'amortir, qu'on ait au moins un minimum pour pouvoir réinjecter, soit pour les réparations, soit pour acheter de nouvelles machines de nouvelle génération. Également, comme je le dis, on aime faire des dépôts. Il faut qu'on ait des traces. On ne peut pas passer le temps à travailler dans l'informel. Il faut qu'on ait des traces pour qu'on sache à telle période, voici l'argent qui a été déposé. À telle autre période, on a enlevé l'argent, soit pour les salaires, soit pour le loyer, mais on a des traces. Au niveau des souches, au moins, on sait telle chose est sortie pour telle autre chose. Alizat, on est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, je voudrais, c'est votre caméra, je voudrais que devant une femme, surtout divorcée, j'insiste sur le mot divorcée parce que vous avez quand même été l'une des femmes qui a osé parler de son divorce sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que vous en êtes fière, mais pour vous, ce n'est pas un handicap qui vous empêche de revivre. Vous avez refait votre vie et vous travaillez dignement, vous gagnez bien dignement. Donc, je voudrais, devant une femme divorcée qui tourne surtout les pouces, qui pense que tout est fini après ce divorce, qui pense que c'est vraiment la fin du monde, quels sont vos conseils à cette femme pour qu'elle puisse se relever, pour qu'elle continue de maintenir le cap de vivre dignement? Déjà, on vit dignement pour soi-même. Qu'on soit divorcé ou pas, mais bon, comme je dois parler plus à cette personne divorcée, déjà, par principe, je n'aime pas porter de jugement. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a surtout pas les mêmes possibilités, on n'a pas les mêmes forces. Ce que j'arrive à transcender facilement, entre griffes, n'est pas forcément ce que l'autre va pouvoir transcender. C'est de dire déjà aux femmes qui traversent des moments difficiles, parce qu'elles soit à la fin, nous sommes dans une société où ce n'est pas bien vu. De toute façon, ce n'est une fierté pour personne. Mais on fait avec et on apprend à vivre dignement et de façon décente. C'est de faire les choses pour elle-même. De ne pas faire les choses parce qu'elle veut prouver à X ou Y qu'elle est heureuse étant dans un foyer ou pas. Dès lors que vous vivez pour prouver aux gens, vous allez échouer. Je ne le souhaite pas. Mais lorsque vous vivez exclusivement pour le regard des autres, pour le regard de la société, à un moment, vous allez basculer parce que vous n'aurez pas de soutien. Vous allez passer plus pour la batte en guerre qui veut encourager les autres à divorcer ou à se rebeller. Mais faites les choses pour vous-même. Apprenez à être autonome. Et on n'a pas besoin de millions pour commencer. Souvent, on commence avec peu. Et lorsqu'on monte déjà son entourage, qu'avec peu, on arrive à faire beaucoup, facilement les autres vous soutiennent. Le soutien n'est pas forcément financier,
Le seul fait de venir acheter avec vous, le seul fait de vous encourager, de vous dire ça va aller, souvent un simple ça va aller vous permet de soulever des obstacles que vous n'imaginiez pas. Mais lorsque vous cantonnez, ah, je suis divorcée, ma vie est finie, je suis une personne qui a tout perdu, avec une voix de malheureuse. À un certain moment, comme je dis, la société est un miroir. Lorsque vous êtes triste et vous regardez un miroir, le miroir ne peut pas vous sourire. Il vous envoie forcément votre regard de tristesse et votre regard de défaitiste. Regardez la vie avec assurance. Le divorce, c'est un statut, tout comme le mariage qui est un statut. Ce n'est pas ce qui vous détermine. Vous êtes d'abord un être humain, avec ses compétences, avec ses forces, avec ses capacités. Tenez compte de vos capacités et avancez. Merci beaucoup, Aliza Takuda. Vous êtes vraiment une femme inspirante et impactante, je dirais. Et je reste convaincue que beaucoup de femmes s'inspirent de vous et se disent que rien n'est perdu, surtout après avoir écouté ce message. Elles croient, je pense désormais, en leurs potentialités et leurs capacités de réussir dignement. J'insiste sur le mot dignement parce que, comme on le dit, on est dans une société où le regard sur la femme a beaucoup de coloration. Les dires sur les femmes a beaucoup de coloration. Donc, quand on fait quelque chose ou on le fait de façon digne, ça permet de diminuer ces colorations et diminuer ces regards ou ces dires sur ces personnes. Merci beaucoup, Alizata. Je rappelle que cette émission, Musoka Entrepreneuriat, c'est toujours en 2 phases. Et la première étant consacrée à notre invité Kouda et la deuxième sera consacrée à une institution financière qui va partager avec nous tout ce qui est information sur les opportunités de financement, de formation et de renforcement des capacités. Et on va découvrir tout de suite après la publicité. Une diversité d'acteurs, un seul et même problème, le financement. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin SA est créée pour favoriser l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement. Notre spécificité, faciliter la croissance et la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le formel à travers des services financiers, l'appui conseil, le suivi de vos réalisations, des crédits à des taux accessibles et la micro-assurance. Safin SA, tissons ensemble votre réussite. Une diversité d'acteurs, un seul et même problème, le financement. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin SA est créée pour favoriser l'accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement. Notre spécificité, faciliter la croissance et la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le formel à travers des services financiers, l'appui conseil, le suivi de vos réalisations, des crédits à des taux accessibles et la micro-assurance. Safin SA, tissons ensemble votre réussite. Safin SA, tissons ensemble votre réussite. C'est la deuxième partie de l'émission Musoka Entrepreneuriat et c'est la partie de l'institution financière pour avoir toutes ces informations sur les opportunités de financement, d'accompagnement en termes de prêts, en termes de crédits, subventions ou encore de renforcement de capacités. Et aujourd'hui, nous sommes avec Safin, qui est une institution de microfinance installée au Burkina depuis 3 ans. Et elle est représentée ici par Madame Barou Tamboura Aminata, qui est conseillère clientèle. Bienvenue, Madame Barou. Merci. Bonsoir, Madame Kindou. Bonsoir. Merci de nous avoir fait honneur. Merci également à vous. Au nom de la Safin SA, voilà, nous vous remercions de nous avoir permis quand même de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et avec les femmes. Exactement, à l'émission Musoka Entrepreneuriat. Voilà, est-ce que vous pouvez justement nous présenter de façon plus largement Safin SA? Alors, la Safin SA, déjà, c'est la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise. Alors, c'est une initiative, la Chambre de commerce et d'industrie, du Burkina. Et nous avons vu le jour en novembre 2020 et nous avons procédé au lancement de nos activités exactement en mars 2021. Et nous fonctionnons sous forme de microfinance.
Bon, il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie, mais à côté, il y a également quelques partenaires, voilà, de groupes partenaires, je dirais même, dont la LONABE, il y a la CNSS, nous avons Sonar Vie, nous avons Sonar IARD, voilà, nous avons le Fonds burkinabé de développement économique et social. Nous avons la maison de l'entreprise. Donc, voilà un peu quoi. C'est vraiment une grande Exactement. institution financière. Voilà, qui est appelée à grandir au fil des années. Okay. Et société d'accompagnement, comme vous l'avez dit, et de financement des entreprises, quels sont justement les produits que vous proposez aux entrepreneurs? Alors, comme je l'ai dit, nous sommes avant tout une microfinance. Donc, c'est les produits classiques de la microfinance que nous proposons, que nous offrons. Voilà, donc ça va du crédit à l'épargne, aux engagements par signature, à la micro-assurance, voilà, etc., etc. Voilà. Et est-ce qu'il y a des produits spécifiques destinés aux femmes entrepreneurs? Alors, spécifique, je dirais que non pour le moment. Bon, il faut dire qu'on est une jeune entreprise. Voilà, pour le moment, non. Mais courant 2024-2025, il y aura des produits spécifiques quand même pour les femmes entrepreneurs. Sinon, actuellement, c'est le crédit, voilà, le crédit classique, voilà, que nous leur offrons. Nous avons l'épargne, voilà, les appuis conseils, voilà, etc., etc. Et le crédit va jusqu'à combien? Ils peuvent bénéficier de jusqu'à combien de francs CFA? Alors, on a notre plafond qui est pour le moment à 50 millions. Voilà, qui sera revu à la hausse avant, si tout va bien, avant fin 2024. Donc, ça va de 25 000 francs CFA à 50 millions de francs CFA. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un peut prendre 25 000 francs de crédit pour commencer son business. Tout à fait. Bon, commencer le business, il faut peut-être qu'on donne un peu plus de détails. Si c'est un projet, ça risque d'être un peu compliqué. On va essayer d'accompagner, voilà, la personne en conseil, en appui, voilà, avant que la personne ne puisse venir contracter. Voilà, quand c'est un projet, bon, quand même, on demande à ce que la personne chemine toute seule pendant au minimum une année. Voilà, avant de venir demander voilà, un appui. Voilà. Sinon, nous ne finançons pas les projets. Voilà, c'est vraiment bon. Les projets, c'est-à-dire, bon, un peu comme ce que Madame disait, voilà, il faut avoir une année d'activité. Voilà, pour qu'on sache déjà ce que vous avez eu à faire. Est-ce que vous avez la maîtrise de la chose? Voilà, avant de venir s'engager. Parce que si vous venez comme ça avec quelque chose de tout neuf et vous n'avez pas encore fait vos preuves, si vous prenez, vous contractez, bon, à coup sûr, vous risquez vraiment d'être confronté à des difficultés assez majeures. Et vous avez également parlé de formation. Il s'agit de quoi exactement? Alors, les formations, c'est des formations au sein de la SAFIN. Voilà. Là-bas, c'est plus des formations en éducation financière, crédit, épargne. Et également, si vous vous rappelez, j'ai dit qu'on travaillait avec la maison de l'entreprise. Et il y a des formations à leur niveau également, voilà, dont peuvent bénéficier les clients. Voilà. Et quelqu'un qui a certainement des traces, comme vous le disiez, tout de suite, et qui arrive à faire 1 an, et après qui bénéficie d'un accompagnement, mais comment se passent les modalités de remboursement? D'accord. Il faut dire qu'avant même de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, il faut être membre de la SAFIN SA. Okay. Il faut forcément ouvrir un compte. Parce que c'est une relation qui est en train d'être tissée. Voilà. Et il faut ouvrir un compte. Vous ouvrez le compte soit à votre nom, soit au nom de votre structure, si vous êtes formalisé. Et vous mouvementez le compte pendant 1 mois.
À l'issue des 1 mois, voilà, vous avez la possibilité de venir prétendre un crédit. Et donc, bon, voilà quoi. Voilà. Mais est-ce que vous avez, au niveau de la clientèle, est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes ou quelle est la part égalité? Bon, on va dire que pour le moment, il y a beaucoup plus d'hommes. Voilà, il y a beaucoup plus d'hommes parce que, bon, on dira que ce sont des habitués. Ils sont beaucoup plus téméraires que les femmes. Voilà, sinon, pour le moment, c'est les hommes. Mais de plus en plus, on a vraiment des femmes qui s'engagent. Voilà, puisque bon, sur le terrain, il y a quand même un travail qui est fait. Voilà, on les sensibilise, on leur donne des conseils, tout ça. Donc, ça les pousse de plus en plus à venir et puis bon, à demander un accompagnement. Et voilà. Et on a une autre invitée qui est Madame Kouda, qui semble avoir quand même quelques relations avec des institutions financières, puisqu'elle a même dit ici, elle conseille les femmes à aller vers les institutions financières. Qu'est-ce que Safin a, par exemple, comme opportunité, en tout cas peut offrir à une femme comme Kouda qui a déjà, on va dire, qui est déjà vaccinée, entre griffes, avec les institutions financières? Ben, écoutez, comme je l'ai dit, on a de nombreux produits, on a également des services. C'est pas seulement le crédit qui peut-être intéresser Madame Kouda. Elle peut peut-être passer à Safin parce qu'elle a besoin d'une assurance. Elle peut peut-être passer à Safin parce qu'elle a besoin que à travers la maison de l'entreprise, on lui donne un coup de main par rapport à l'établissement de ses états financiers. Voilà, elle peut passer à Safin juste parce qu'elle a besoin d'une caution. Voilà, pour soumissionner au niveau d'un marché. Voilà. Donc, il faut dire on a une panoplie de produits et de services. Voilà. Déjà, elle est éligible. Voilà, elle a une structure, elle est formelle. Voilà, elle s'y connaît. Voilà. Donc, elle vient et puis bon, en fonction du besoin, voilà, en fonction du besoin qu'elle a, on va essayer de l'accompagner. Madame Kouda, est-ce que vous connaissiez auparavant Safin? Pourquoi? En fait, je pose la question parce que on a comme l'impression que les femmes n'ont pas grande connaissance de beaucoup d'institutions financières. Parce que moi-même, j'avoue que je ne connaissais pas aussi Safin, même si c'est récent. On va dire que c'est un bébé de 3 ans. Voilà, en gros, oui. Récent. Et je pense que l'information sur l'accompagnement en termes vous avez dit, je ne sais plus si j'ai retenu, en termes de bilan financier, non? L'établissement des états financiers. Puisque je pense que beaucoup d'entreprises s'attachent les services des cabinets et tout. Exactement. Et Safin fait ça. Bon, pas directement. À travers notre partenaire et la maison de l'entreprise. Puisque, bon, il faut que je souligne également que la différence qu'il y a entre Safin et les autres structures, les autres SFD, c'est le fait que nous, on accompagne progressivement les micro-entrepreneurs à la formalisation. Vous savez qu'actuellement, ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux. Ils brassent beaucoup d'argent. Les micro-entreprises. Ah oui. La bonne dame qui se lève chaque matin, qui va au barrage de Boulmurou, qui charge sa moto avec 2 sacs de poivrons, qui part au marché. C'est des gens qui brassent énormément d'argent. De revenus. Voilà. Donc, Safin essaye quand même, Safin est là pour travailler avec ces gens-là jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau. Et en ce moment maintenant, on leur permet de se formaliser à travers la maison de l'entreprise. C'est gagnant-gagnant parce que qui dit entreprise formelle, il y a les impôts derrière, mais à côté également, vous avez de nombreuses possibilités. Vous aurez quand même des documents qui vont prouver que vous êtes formel. Ce n'est plus je suis commerçant pour être commerçant, j'ai les preuves.
Voilà, j'ai ma carte de commerçant, j'ai mon IFU, j'ai mon RCCM. Ça peut vous permettre d'avoir quelques petits avantages au niveau des impôts. Voilà, et puis pour plus tard, parce que de plus en plus, les gens vont à l'école. Voilà, je ne sais pas comment expliquer. Et tout est mis sur papier. Voilà, quand on mène une activité, on ne se dit pas que une fois qu'on ne sera plus là, l'activité va s'éteindre. On se dit quand même que bon, il y a les enfants qui vont prendre le relais, mais si vous ne préparez pas ce relais-là, ça va être difficile. Voilà. Et Kouda, par exemple, travaille, je pense, avec des femmes qui font ces petites activités, comme vous l'avez dit, qui vendent les tomates, les choux. Est-ce que ça peut vous intéresser peut-être de les diriger vers Safin si elles n'ont pas ces informations? Oui, et surtout de les sensibiliser. On a malheureusement parfois une peur des institutions financières. Peut-être avec juste parce que raison. l'habitude de toujours garder, par exemple, le côté informel, on a toujours l'habitude de garder l'argent à la maison. Dès qu'on veut quelque chose, on en est facilement, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est déjà mettre en avant les risques qu'il y a de toujours garder l'argent à la maison, avoir la liquidité, les risques de vol et autres. Et dès lors que c'est bien expliqué et qu'on arrive à mettre en avant les avantages qu'elles ont, en général, je ne pense pas que la réticence sera aussi grande. Parce que souvent, elles utilisent leur argent. Elles font, je ne sais pas si on appelle ça des placements, sauf que c'est plus de façon informelle. Et lorsqu'il y a un risque, elles n'ont pas de moyens de se faire rembourser ou dédommager. Mais lorsque c'est une structure formalisée, il y a moins de risques. Et quel que soit Alpha, quand même, derrière, il y a une certaine assurance. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup d'informations. On a découvert Safin et on est pratiquement à la fin de l'émission. Madame Barreau, moi, je voudrais que vous lanciez un message à l'endroit des femmes qui ont peur de s'intéresser aux institutions financières et qui veulent même pas aller s'informer vers elles. D'accord. Votre caméra. Ok, merci bien, madame. Donc, pour ma part, j'invite quand même tous les micro-entrepreneurs, surtout les femmes, voilà, à s'ouvrir davantage, voilà, aux institutions financières. Parce que avec le monde actuel, c'est quelque chose qui, plus tard, en tout cas, risque d'être indispensable. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a le poids de la culture qui est là, il y a le manque de garantie, il y a diverses raisons qui font qu'elles n'osent pas nous approcher. Mais c'est déjà nous approcher. Comme je l'ai dit, toutes n'ont pas forcément besoin du crédit. Voilà, c'est déjà nous approcher, écouter et nous expliquer peut-être ce qui les empêche de côtoyer les institutions financières. Et voilà, on va essayer de trouver quand même des solutions pour elles. Surtout que, bon, quand même, les femmes, on peut dire elles sont le levier de développement. Hein. Voilà, quand vous aidez une femme, vous êtes sûr que vous aidez toute la famille. Oui, vous êtes sûr à 90% que vous aidez toute la famille. Voilà, ce qu'elle va en tirer là, eh bien, les enfants vont en profiter. Et le mari, l'entourage, donc voilà. Donc, c'est de mettre vraiment les peurs là de côté et nous approcher. Parce qu'avant tout, nous sommes conseillers, voilà, on appuie, etc., etc. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Barreau. Merci, Madame Kindo. On espère que les futurs entrepreneurs et les entrepreneurs vont taper à la porte de On Safin. espère, on espère. En commençant par... oui, Madame Kouda. Elle a 16 employés. Oui. Elle a beaucoup de femmes qui payent les tomates, les poivrons, les oignons. Il y a beaucoup de potentiel. Je pense que bon, vous allez vous échanger les comptes. Tout à fait. Merci beaucoup, Kouda. Merci, Madame Barreau. Merci à vous. Et on est à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi ce 3e numéro.
Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. On se dit à très bientôt pour le 4e numéro, toujours sur Mousso News. En attendant, restez connectés sur nos différentes plateformes. Diversité d'acteurs, un seul et même problème, le financement. La société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safin SA est créée pour favoriser l'accès des micros, petites et moyennes entreprises au financement. Notre spécificité, faciliter la croissance et la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le formel à travers des services financiers, l'appui conseil, le suivi de vos réalisations, des crédits à des taux accessibles et la micro-assurance. Safin SA, tissons ensemble votre réussite.